Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire le bilan lecture de novembre. Alors comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, j'ai beaucoup de mal à en faire parce que j'ai du travail et puis j'ai été malade et voilà. Donc on fait de notre mieux. Mais j'avais quand même envie de vous faire un bilan lecture pour novembre et j'ai aussi envie de vous faire une palle d'hiver, je ne sais pas si je pourrais mais on tentera. Et voilà, vous aurez aussi les bilans de fin d'année, tout ça. Bon, j'aimerais en faire plus mais... un jour peut-être. Et je pensais aussi d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous faire un vlog sur une semaine où vous voyez ce que je fais en fait dans la semaine, c'est-à-dire lire, enfin oui, de manière assez basique, c'est lire et traduire. C'est à peu près ce que je fais dans la semaine, donc voilà. Si ça vous intéresse. Pour le mois de novembre, j'ai lu 15 livres et je n'en ai chroniqué que 2 parce que c'était des services presse et du coup, voilà. Mais les autres, comme ils ne l'étaient pas, je ne l'ai pas fait. Ce qui n'est pas bien parce que du coup, certes j'ai des choses à vous dire dessus, mais ce sera moins précis que si j'avais déjà écrit la chronique. Et je suis censée d'ailleurs écrire mes chroniques en retard. Hein. J'ai une liste de chroniques à faire. Il y en a encore d'octobre d'ailleurs que j'ai pas fait. Voilà. On va essayer de ne pas faire ça pendant 3 heures, ça serait bien. Surtout que je viens de regarder un épisode de Loki et Echo, mon dieu c'est trop chaud. Et que ça s'arrête de manière... Voilà, donc j'aimerais regarder la suite. Donc je vais vous faire la vidéo et je vais regarder la suite. Ça va être sympa. Alors, est-ce que j'ai abandonné des livres ce mois-ci? Non, waouh, incroyable. J'ai fini tous les livres que j'ai lus. C'est fou. Donc pendant, enfin au début du mois de novembre, je suis allée à Arles pour les assises de la traduction qui étaient offertes par l'université, on va dire, puisque l'université a un partenariat avec les assises de la traduction, qui, si vous ne le connaissez pas, c'est un festival en fait qui réunit beaucoup de traducteurs avec des conférences, des rencontres, tout ça, et notamment comment dire, la remise de prix du prix de la traduction des assises. Voilà, donc c'était très sympa et j'ai assez peu lu pendant ce week-end. Hein. J'ai fini un livre mais je l'avais commencé la veille, donc voilà. Mais du coup oui, c'était chargé on va dire, j'étais épuisée en revenant, mais c'était très sympa. Et donc le premier livre que j'ai lu en novembre et le seul que j'ai lu d'ailleurs pendant les assises, et c'était même pas pendant parce que c'était dans le train, allez, c'est La chatte de Colette. Alors c'est un classique d'une autrice que j'avais encore jamais lue. Et donc j'étais ravie de la découvrir avec ce livre. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Évidemment, ça parle de chat, j'ai très envie de découvrir. Et c'était assez intriguant puisque le résumé nous parle d'un couple et du fait que dans ce couple va se créer une espèce de tension parce que, alors comment il s'appelle, Alain, a une chatte qui visiblement va devenir la rivale de Camille, sa compagne. Ça peut paraître étrange mais... moi j'ai bien aimé le résumé, donc je me suis dit allez. Et alors c'est très très court. Alors j'ai été assez distraite pendant que je l'ai lu, donc j'ai pas réussi à bien entrer dedans et à... Enfin je sais pas, il y a un truc qui m'a dérangée au début de la lecture. J'aime beaucoup l'écriture, j'ai trouvé ça assez beau. Il y a aussi, alors j'ai pris des petites notes, hein. Il y a des moments où en fait... le personnage d'Alain est vraiment pas amoureux de son animal, mais vraiment il le comprend, il fait tout ce qu'il peut pour le comprendre, pour lui parler en retour, pour qu'elle se sente bien. Alors elle s'appelle Sarah, c'est ça? Oui. Et voilà, c'était beau, enfin c'est... toute personne qui aime profondément ses animaux va se retrouver un peu dans Alain quand même, je vais vous le dire. Et donc on a des moments où il va y avoir un mélange entre le langage du chat et le langage de l'être humain. Il va y avoir des moments où on comprend en fait que Alain est fusionnel en fait avec son chat et que Camille va très mal le prendre puisqu'elle voit en fait la chatte comme une rivale. C'est très... il y a quelque chose de très... je sais pas, il y a quelque chose de très spécial en fait dans l'écriture de Colette. Je vais vous lire par exemple un petit passage. Alain Grave n'avait pas bougé. Il savait tenir son sérieux quand les démons de Saha l'entraînaient hors d'elle-même. L'admiration et la compréhension du chat, il les portait innés en lui, rudiments qui lui donnèrent par la suite de traduire Saha avec facilité. Il la lisait comme un chef-d'œuvre. Depuis le jour où, au sortir d'une exposition féline, Alain avait posé sur le gazon ras de Neuilly une petite chatte de 5 mois, achetée à cause de sa figure parfaite, à cause de sa précoce dignité, de sa modestie sans espoir derrière les barreaux d'une cage. Voilà, voilà. Ça m'a donné envie de le relire. Voilà, donc j'ai annoté un peu partout.
Et oui, c'était, enfin, c'est vraiment, je trouve, une bonne entrée dans dans l'univers de Colette en quelque sorte. J'ai beaucoup aimé qu'Alain en fait, quand Camille lui dit que Saha est une rivale en quelque sorte, Alain la trouve ridicule et lui dit mais pas du tout, c'est pas du tout le même amour. Enfin, il ne va pas lui dire, il va le penser. C'est pas du tout le même amour entre Saha et toi. Et voilà. Donc, ouais, je ne vais pas vous révéler la fin parce que voilà, il se passe quelque chose qui m'a mise hors de moi à un moment donné. Je ne vais pas vous le cacher. Et attendez, hop. Et évidemment, enfin j'ai envie de dire comment ne pas être du côté de Saha. Impossible de faire autrement, n'est-ce pas? Alors, je vous lis un petit passage parce que je trouve que ça représente, voilà, exactement ce qu'on peut ressentir quand on a un animal. Elle tournait et retournait sur place selon le code du fauve caressant. Elle lui parut toute petite, légère comme un chaton, et parce qu'il avait faim, il pensa qu'elle avait besoin de manger. Nous mangerons demain, tout à l'heure, le jour va venir. Déjà elle embaumait la menthe, le géranium et le buis. Il la tenait confiante et périssable, promise à 10 ans de vie peut-être, et il souffrait en pensant à la brièveté d'un si grand amour. Après toi je serai sans doute à qui voudra, à une femme, à des femmes, mais jamais à un autre chat. Voilà, voilà. Ça donne envie de pleurer, c'est ridicule. Voilà, et donc la fin est super intelligente je trouve, et donc je ne vais pas vous la révéler. Mais voilà, je ne savais pas que ce livre m'avait tant touchée en vous lisant ce passage, mais voilà, je trouve que c'est vraiment une belle histoire d'amour entre un animal et un être humain en fait, et voilà, c'était beau. Voilà. Donc c'est une très bonne première incursion dans l'univers de Colette, et je lirai d'autres œuvres d'elle. D'ailleurs j'en ai d'autres, il me semble que j'ai La Vagabonde et j'ai Sido ou Les Grilles de la Vigne aussi. Je sais pas si j'en ai d'autres. Je suis pas sûre. C'était n'a pas refroidi depuis. Alors le deuxième tome. Deuxième tome. Non, enfin si, c'est un deuxième tome, mais le deuxième livre du mois, c'est le deuxième tome d'une série, c'est Le Crime du Golfe d'Agatha Christie. Alors il est un peu endommagé, mais alors j'adore ces éditions. Enfin, elles ont rien de très incroyable, mais je collectionne en fait ces éditions du livre de poche, et elles ont été rééditées depuis, donc je ne les prends que d'occasion maintenant. Voilà, et oui, c'est vrai, je lis Agatha Christie en français et pas en anglais. Un jour peut-être que je me les referai tous en anglais quand je les aurai tous fait. Non, oui, si. Un jour peut-être que je me les referai tous en anglais quand je les aurai tous finis en français. Ce serait sympa. Et donc j'aurai la collection en français et en anglais. Incroyable. Bref, nous revenons sur Le Crime du Golfe. C'est le deuxième tome de sa série Hercule Poirot, parce que j'ai envie de les lire dans le bon ordre. Ce qui est un peu bizarre aussi, mais voilà. D'ailleurs le suivant c'est Les Enquêtes d'Hercule Poirot, que j'ai trouvé aussi d'occasion et que je vais lire sous peu. Et ensuite on a Le Crime de Roger Ackroyd qui m'a été spoilé, donc voilà, je sais que tout le sel et toute la résolution est incroyable à découvrir, et j'ai été spoilée. Voilà, par Alfie d'ailleurs, de Christopher Bouy, et par le résumé d'un autre roman que j'ai lu il y a pas longtemps là. Enfin bref, ça m'a un peu saoulée. Mais bref, Le Crime du Golfe, revenons-y. Alors j'ai lu je l'ai lu pendant le séjour à Arles, c'était très sympa. J'étais persuadée à un moment donné d'avoir compris tout ce qui se passait, enfin comment s'était déroulé tout le crime. Alors pour vous résumer un peu, est-ce que je voulais juste le... Oui, je voulais juste vous lire le résumé. Hercule Poirot sera en France car il a reçu un SOS pressant d'un certain monsieur Renaud. Lorsqu'il arrive sur place flanqué du fidèle Hastings, que je ne supporte pas Hastings, vraiment Déjà dans le 1 il était insupportable, mais dans le 2 là non. Donc... Quand il arrive sur place avec Hastings, c'est pour apprendre l'assassinat de son client dont le corps lardé de coups de couteau a été retrouvé au fond d'un trou creusé sur un terrain de golf. Voilà. Et donc j'étais, enfin, pas persuadée d'avoir compris, parce que je sais que Agatha Christie est incroyable et que au fur et à mesure que l'enquête avance, moi j'étais là, ah oui mais ça c'est pas cohérent, donc peut-être que ça s'explique par ça, ou ah ça me paraît trop facile. Donc j'étais persuadée d'avoir une partie de l'énigme, et bien sûr... comme d'habitude, elle m'a retourné le cerveau, et elle est incroyable. Voilà, donc évidemment je continuerai à lire Agatha Christie avec donc le tome 2, Les Enquêtes d'Hercule Poirot, et j'ai aussi lu le tome 1 de Miss Marple il y a longtemps. J'ai le tome 2, non, est-ce que j'ai le tome 2? Je sais plus. Le Club du Mardi, je crois. Et donc il faut aussi que je continue Miss Marple, mais toujours aussi bien Agatha Christie, et j'ai d'ailleurs été plaisamment, enfin j'ai été agréablement surprise par ce tome qui en fait est très sympa. Voilà. Tu vois, je pense que j'en garderai un meilleur souvenir que la première enquête qui est
Les mystérieuses affaires de Seal, je crois. Voilà, donc très bien, hâte de lire la suite. Est-ce que mon thé a assez refroidi? C'est toujours très chaud. Le troisième livre que j'ai fini ce mois-ci, c'est Stone Butch Blues de Leslie Feinberg. Alors, c'est un livre que j'ai lu pour les cours, puisque c'était le livre, enfin c'est le livre préféré de la camarade de classe avec qui je travaillais. Et donc, elle a décidé qu'on travaillerait dessus, j'ai accepté, je l'ai donc lu en anglais, alors qu'elle le relisait en français, puisqu'on devait, enfin c'était un devoir où on devait, on va dire, comparer les versions VO et... Enfin, où on devait comparer la VO et la VF en fait, pour parler des techniques de traduction. Et donc c'était un exercice très intéressant à faire. Stone Butch Blues a donc été écrit par Leslie Feinberg, militant transgenre et juif. C'est important à signaler puisque c'est un des sujets du texte. Et en gros dans ce texte on va suivre Jess qui est donc la protagoniste. J'ai pas trop envie de vous en dire mais en gros on se centre sur son orientation sexuelle puisqu'elle se découvre Stone Butch, enfin se découvre, non pas vraiment, oui, elle est Stone Butch. Et donc Butch, c'est un terme qu'on utilise pour qualifier un type de femme, un type de lesbienne. On a Butch et femme. Donc Butch, c'est plutôt celles qui vont avoir des attitudes masculines, si j'ai bien compris. Parce que, alors en français, la traduction de Butch, c'est camionneuse, ce qui convient absolument pas pour le terme. Donc on le garde en français en Butch. Et on a les femmes qui, donc le terme vient directement du mot femme en français et qui est traduit en français d'ailleurs par FEM pour pas confondre avec le mot femme justement. Et ce sont des lesbiennes plus féminines. Et donc Jess est une Stone Butch et tout au long du livre on va voir l'évolution de ce personnage en quelque sorte, la découverte de sa sexualité, la découverte de son identité de genre aussi, puisqu'elle va osciller à la frontière entre les genres en fait, entre masculin et féminin. Et enfin, c'était vraiment un très très bon livre que j'ai beaucoup aimé. Juste c'était oh il y a encore un oiseau, c'est le même que la dernière fois. En fait, si je vous fais des vidéos, l'oiseau vient. Ça c'est un argument pour vous faire plus de vidéos. Et je n'arrive toujours pas à l'identifier. Petite boule. Bon bref, là il est derrière le banc, je ne le vois plus. Et donc, je ne sais plus ce que je disais du coup. Merci l'oiseau. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est un très bon livre. Par contre, je me suis sentie vraiment ultra mal en le lisant, parce qu'il y a des scènes de violence incroyables, notamment une dans un commissariat où vraiment c'était physique mon mal-être, donc voilà, je regrette pas de l'avoir lu, hein, c'était super intéressant, mais voilà, trigger warnings du coup, gros trigger warnings d'ailleurs, pour tout un tas de choses, notamment alors, les scènes de violence en fait c'est des descentes de police dans des bars lesbiens, et on va dire que les policiers vont clairement abuser en fait des femmes qu'ils trouvent dans ces bars. Voilà. Merveilleux. Et donc on a deux scènes notamment. Alors une qui n'est pas dans un commissariat, l'autre qui est dans un commissariat qui est vraiment atroce, mais une qui n'est pas dans un commissariat et qui est quand même assez... Voilà. Bon, donc je vois. Mais donc c'est un très bon livre. La fin, j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai adoré la fin même. La scène avec le rêve dont je ne vais pas vous parler parce que j'ai pas envie de vous en dire trop. Mais il y a une scène avec un rêve que j'ai vraiment beaucoup aimé et qu'on a d'ailleurs analysé avec ma camarade. Et voilà, je vous le recommande si vous voulez le lire. Leslie Feinberg a demandé, a même mis son roman sur son site internet, donc il est gratuit en fait, en PDF sur son site. Je pourrais vous le mettre en description si vous voulez, j'ai du mal à articuler. Et la version française aussi il me semble est gratuite sur le site de la maison d'édition française, c'est Hystérique et Associés. Voilà, donc si vous avez envie de le lire, vous savez où les trouver. Je n'ai bientôt plus de batterie, on adore. Ensuite, j'ai lu Au boulot les robots, une anthologie donc que j'ai reçue en service presse par ActuSF. Alors une anthologie sur, je pense que vous l'aurez compris, les robots et le travail. Alors c'était très intéressant. On parle de robots, de cobots, en fait on a plusieurs nouvelles. Alors je crois qu'il y en a
8, ouais, c'est ça. 8, donc 2 qui sont qui n'ont pas été écrites pour l'anthologie mais qui sont des classiques, et 6 qui ont été écrites exprès pour l'anthologie. Alors, souvent les anthologies sont... Enfin, on dit souvent que les anthologies sont pas très... que l'avis peut être mitigé en fait selon les nouvelles qu'on aime ou pas. Et moi j'ai adoré celle de Saul Pandelakis, mais je m'y attendais parce que cet auteur est incroyable et qu'il devient rapidement un de mes préférés. Je n'ai lu que 2 textes de lui, hein. J'ai lu La séquence Hartmann qui est incroyable, un de mes meilleurs livres de l'année dernière. Et... de l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière. Et donc ce texte, une nouvelle qui s'appelle... je ne sais plus parler, je vous le dis. Une nouvelle qui s'appelle donc... Extrêmement fébrile, terriblement fonctionnelle, c'était génial. J'ai aussi beaucoup aimé la nouvelle de Florian Soulas. Et voilà, je vais vous laisser découvrir ma chronique qui est beaucoup plus extensive sur le blog, donc je vous mettrai le lien en description. Mais voilà, c'était une bonne anthologie. En fait, j'ai beaucoup aimé les nouvelles, certaines nouvelles plus que d'autres. Il y en a certaines où je me suis dit, d'accord. Alors j'ai bien aimé la fin, et qui permet, enfin la postface qui permet de un peu d'analyser les nouvelles et de revenir dessus et de les voir un peu différemment et de mieux les comprendre. Mais en fait les articles, j'ai eu un peu plus de mal. Enfin, en fait c'est écrit qu'il y a 2 articles et une interview, mais en fait il y a aussi des petits articles explicatifs de certaines nouvelles ou du contexte de la nouvelle, et j'ai beaucoup moins accroché à ces articles. Voilà, en fait je lis ces anthologies clairement pour la fiction, donc j'ai eu beaucoup plus de mal avec, voilà, avec le reste. Mais c'était une bonne anthologie, je vous la recommande. Ensuite, j'espère que ma batterie va tenir encore un peu. Je pense que ça va se couper en plein milieu. J'adore. Ensuite, on a une BD de Maïté Robert que je... Non, pas que je lui ai pris, je l'avais acheté avant. Que je lui ai fait dédicacer en fait, surtout au festival matin. Et donc j'ai enfin lu, c'est Procrastination écologique avec son chat qui s'appelle Zéla ou Zélia, je sais plus. Bref, ce chat. C'était super. C'était super parce que c'est très déculpabilisant. Elle nous parle beaucoup d'écologie évidemment, mais aussi du fait que on peut faire tout un tas d'efforts et pour autant pas être au top. Et c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est très sympa. Voilà. Oui, c'est assez déculpabilisant je trouve. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était très court. Et je vais vous montrer peut-être un peu, voilà, les graphismes que j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est très très sympa, j'ai bien aimé. Et j'aime les graphismes, et j'aime toujours cette autrice. Et encore une fois, c'est déculpabilisant. Un peu dans la même veine que Résister à la culpabilisation de Mona Chollet dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Du coup voilà, très sympa. Et j'aime toujours autant cette illustratrice. J'aime bien qu'il y ait de l'humour et que ce soit pas culpabilisant et que ce soit pas moralisateur et que on s'identifie à elle et on se dit ah oui bah je suis pas parfaite, voilà, il arrive que j'ai des petits pas de côté. C'est la vie aussi. Ensuite, on a le deuxième service presse que j'ai aussi chroniqué sur ma chaîne, pas du tout, que j'ai aussi chroniqué sur mon blog. C'est Mémoire de la forêt tome 4, la saison des adieux de Michael Brun-Arnaud. Tous les livres de cet auteur m'ont fait pleurer. Mais alors celui-là, je me souviens, je l'ai fini. Je suis arrivée à un passage en particulier. Et Mathieu est venu me voir et là j'ai fondu en larmes en lui racontant la scène que je venais de lire. Et c'était très beau. C'était très beau, c'était très touchant, c'était... Je pense que c'est mon préféré avec le tome 1. Alors je vais quand même vous dire que c'est assez frustrant au début parce qu'on comprend qu'on va pas suivre Archibald cette fois. Donc voilà, ça m'a un peu frustré au début, j'avoue. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage d'Ernest, j'ai beaucoup aimé sa relation avec son frère, j'ai aimé découvrir ses parents, j'ai aimé cette espèce de quête et le fait aussi qu'il veuille absolument sauver son arbre. Et voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire sans vous spoiler, j'ai pas du tout envie de le faire. J'ai adoré retrouver l'écriture de l'auteur que je trouve vraiment très belle. J'ai adoré, comme d'habitude, ses jeux de mots, la façon dont il écrit et qui est... Enfin, c'est pas une écriture qui prend les enfants pour des idiots et c'est beau et voilà, c'était... Non mais c'était génial, j'ai été très touchée, très touchée par la fin aussi.
La fin c'était dur quand même, hein. Voilà, et du coup j'ai dit adieu à ces petits personnages, mais c'est pas grave parce que je peux toujours recommencer du début et les retrouver. Donc voilà, donc c'était dur la lecture de ce livre, mais c'était beau aussi. Donc je ne peux que vous recommander ardemment cette série qui est vraiment géniale. Pour les petits, mais aussi pour les grands. Allez, on va continuer avant de se mettre à pleurer, ce serait un peu gênant. Ensuite j'ai lu Constellation de l'homme étoilé. Alors c'est une BD qu'on a offert à ma tante. Et j'avais lu le tome 1 qui s'appelle À la vie, je crois. Et que j'avais beaucoup aimé, d'ailleurs il est en haut je crois. Et donc quand j'ai vu qu'on a... Enfin, quand je me suis dit on va lui offrir, donc je vais le lire avant. Et encore une fois, un peu comme le Mémoire de la forêt, c'est une BD qui est... Enfin, l'homme étoilé est un infirmier qui travaille dans les soins palliatifs. Et donc, bon, déjà, vous imaginez bien que c'est pas toujours très très joyeux. Et du coup, c'était très dur par moments. J'ai pleuré aussi, évidemment. Mais c'est aussi très beau et voilà. Il est sorti en 2024, waouh. Ah bah oui, mais j'ai lu pas mal de livres de 2024 en fait ce mois-ci. Pas mal. Et voilà. C'était très bien. Bon bah pensez au mouchoir hein, quand vous lisez L'homme étoilé évidemment. Et pour voir un peu si vous apprécierez son style, comme pour Maïté Robert d'ailleurs et Le Journal Matin, vous les avez sur Instagram pour voir un peu comment... Si vous n'avez pas tout de suite envie de vous lancer dans la lecture d'un livre ou de dépenser de l'argent pour lire le livre, allez voir d'abord sur Instagram si ça vous convient. Mais voilà, c'est très beau, c'est parfois très drôle au milieu de la tristesse. Et j'aime beaucoup les graphismes, donc voilà, bravo. Ensuite, on a un tout petit livre qui s'appelle Peut-on encore être galante de Jennifer Tama. Alors, ça m'intéresse ce genre de choses, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Et en fait j'ai été un peu... déjà c'est très très court hein, pour un sujet aussi vaste. Et puis je sais pas, j'ai pas du tout réussi à entrer dans ce qu'elle disait. Et il y a certaines choses qui étaient intéressantes, mais... En fait elle relie la galanterie exclusivement au... Alors 17e je crois, ou 18e, je ne sais déjà plus, bravo moi. 17e voilà. Elle relie entièrement la galanterie au XVIIe siècle et du coup elle nous dit que c'est de là que ça vient. Mais j'ai l'impression qu'elle oublie tout un pan en fait de la culture française puisqu'elle ne parle pas du tout de l'amour courtois du Moyen-Âge. Alors elle l'évoque à un moment donné mais je sais pas, j'ai trouvé... Enfin je sais pas, je sais pas trop ce que j'en pense. Voilà. Elle parle ensuite du 19e, enfin c'était intéressant mais je m'attendais à tirer plus de tout ça et voilà. Oui ça reste intéressant mais je ne sais pas trop quoi en tirer en fait, je sais pas trop quel est le résultat pour moi en fait de cette lecture donc je suis encore dans le flou. J'écrirai sans doute une chronique mais je ne sais pas encore quoi dire. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? Ensuite on a un audiobook. On a The Good, The Bad and The Aunties de Jessie Sutanto, donc le 3e tome de Aunties, je crois que ça s'appelle comme ça la série. Donc j'avais écouté les 2 audiobooks plus tôt dans l'année. Ça s'appelle... Alors le 2e tome c'est For Aunties and a Wedding, et le premier c'est... Call A for Aunties je crois. Je sais plus, ouais. Donc voilà. Donc c'est une trilogie, je l'ai finie, je suis contente. Alors d'un côté je suis contente de l'avoir fini. D'un autre, au début, quand j'ai fini le tome 2, je me suis dit que j'allais pas écouter le tome 3 parce que j'avais vraiment pas aimé le tome 2. Enfin, j'ai trouvé qu'il était très en deçà en fait du tome 1. Le tome 1, j'avais trouvé très sympa, bon, très tiré par les cheveux, hein, mais c'est le but de la série. J'avais aimé découvrir un peu la culture en fait, un peu découvrir les aunties, une culture qui n'est pas la mienne, qu'on évoque tout un tas de choses en fait que je ne connais pas du tout et qui m'ont dépaysée et que j'ai aimé découvrir. J'ai adoré la relation de... comment elle s'appelle déjà? J'ai déjà oublié son nom. Maddie, voilà. J'ai adoré la relation de Maddie avec ses tantes et avec sa mère. J'ai adoré les tantes évidemment. Et donc tout ça je l'ai retrouvé dans le tome 3 donc c'était très bien. Mais en fait il y a tout un pan de la série que je n'aime pas du tout. C'est le côté absence de communication, c'est le côté... En fait c'est l'héroïne, c'est Maddie que j'ai beaucoup de mal à apprécier. L'oiseau est toujours là, il est adorable. Voilà, donc j'ai beaucoup de mal avec Maddie, mais je suis contente d'avoir fini cette trilogie. Et voilà. Je continuerai à lire Jessie Sutanto, notamment parce que c'est l'autrice de Vera Wong et qu'il y a le tome 2 qui sort normalement l'année prochaine. Donc voilà.
trop hâte de lire le tome 2, parce que j'ai adoré le tome 1 pour le coup. Enfin, j'avais beaucoup aimé en fait le premier tome d'Antis, et j'ai encore plus aimé le premier tome de Vera Wong. Donc voilà, j'ai hâte de lire, enfin d'écouter en fait, parce que je pense que je vais l'écouter en audio, le tome 2. Donc voilà, donc c'est pas... je continuerai à lire l'autrice, mais voilà, un peu déçue par cette fin de trilogie. Enfin, ouais, c'est le personnage que je pense que je n'ai pas apprécié. Mais bon, j'ai changé les piles, mais ce sont les piles endommagées, donc je ne suis pas sûre qu'elles vont tenir très longtemps. Donc je vous disais que... Je ne sais plus où j'en étais, mais je vous parlais de The Good, The Bad and The Antis, et je vous disais que du coup j'avais beaucoup de mal avec l'héroïne, c'était surtout elle qui m'avait pas gâché la trilogie, mais un peu, et du coup je vous la recommande quand même parce que c'est très sympa en fait. J'aime vraiment beaucoup les temps, tout ça, c'est vraiment plus Maddie et sa voix narrative qui m'ont un peu agacée. Voilà, et puis aussi le fait que dans les tomes 2 et 3, on va dire que le tome 1 est déjà tiré par les cheveux, mais les tomes 2 et 3 vont encore plus loin dans le tirage de cheveux. Donc voilà, et puis les réactions de Maddie parfois. Voilà, c'est surtout le personnage principal. Mais je vous recommande quand même cette trilogie. Au moins le tome 1, testez. Et Vera Wong évidemment, celui-là il est vraiment bien. Alors ensuite j'ai lu Hilaria ou la conquête de la désobéissance de Gabriela Zapati, là aussi pour les cours. J'ai plutôt aimé, mais c'est l'histoire d'une jeune fille, donc Hilaria, qui se fait enlever par son père, qui va l'emmener pendant 2 ans à travers l'Italie. Et du coup bon, j'ai détesté le personnage du père, j'ai vraiment eu énormément de mal avec lui. Et en fait j'étais beaucoup trop agacée pour le père pour que ça pour que ça me permette d'apprécier le livre. Je me suis beaucoup détachée en fait du texte parce que j'ai eu beaucoup de pitié pour la pauvre Hilaria, et donc j'ai eu beaucoup de mal. Mais il y a des procédés d'écriture très ingénieux que j'ai aimé découvrir, et notamment l'utilisation de télégrammes, l'utilisation de la musique qui était assez sympa, et oui, et en fait, c'est vraiment cruel comme histoire, je trouve. Donc voilà, j'ai eu du mal. Mais c'est intéressant à découvrir, si vous voulez. Donc elle était aussi nommée pour le prix France Culture des étudiants. Prix littéraire France Culture des étudiants. Je ne sais pas si elle a gagné parce que... Alors j'ai essayé de regarder les résultats mais j'ai pas trouvé. Mais elle était nommée, donc voilà. Mais c'est oui, c'est plutôt un bon livre. Donc c'est aussi un... En fait, il y a des touches d'écriture très très belles, mais il y a aussi une espèce d'écriture un peu plate parfois. Voilà, mais... Enfin, c'était quand même un bon livre. C'était pas quelque chose d'absolument affreux et d'horrible. Et puis il y a aussi chacun ses goûts. Mais c'est surtout moi le sujet qui m'a complètement détachée du texte, donc il y a un peu de ça aussi. Ensuite, j'ai lu la playlist des philosophes de Marianne Chaillan, le dernier livre de Marianne Chaillan que je devais lire. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur tous les livres de Marianne Chaillan et éventuellement faire un entretien avec elle pour vous parler de ces textes, ce serait sympa. Mais il faut que je trouve le temps pour ça, bien sûr. Je lui ai proposé, mais en fait je lui ai pas encore donné de date parce que je ne sais pas trop quand faire ça. Voilà, il faudrait que je le fasse en vrai ce mois-ci, ce serait sympa. Je vais voir. Donc bref, la playlist des philosophes. Pardon, toujours malade. Donc la playlist je vais y arriver. La playlist, c'est dur à dire, des philosophes, c'était vraiment vraiment top. J'ai adoré ce livre, je l'ai englouti clairement. Ça m'a donné envie d'écouter à nouveau de la variété française, ça fait longtemps que j'en ai écouté. J'ai adoré. En fait, elle va nous faire des playlists par philosophe, ou alors elle va nous faire des playlists autour d'un thème. Donc, par exemple, on a la playlist de Freud, on a la playlist du bonheur, on va avoir la playlist de la foi, la playlist de Lévinas, celle de Sartre, enfin, voilà, donc tout un tas de playlists avec des chansons qu'elle va associer à un aspect, par exemple si on est sur... Ah oui, elle va aussi faire la bibliothèque de certains chanteurs qu'elle va mettre plus en avant que les autres. Donc par exemple, imaginons la playlist de Platon. Donc si on prend la playlist de Platon, on va avoir 6 pistes. Et en gros, une piste va permettre d'aborder un côté de la théorie philosophique de Platon. Voilà. Donc c'est top. En fait, ça permet d'analyser les chansons de manière assez philosophique du coup. Et donc de leur trouver en fait des vertus que parfois on ne leur trouve pas, et que parfois souvent certaines personnes ont un mépris assez incroyable pour la variété. Et donc voilà, là ça permet de leur montrer que, de leur clouer le bec en fait, et de leur dire, vous voyez, il y a plus que juste des mots qui s'assemblent et qui pour vous ne veulent rien dire en fait. Derrière il y a quelque chose de plus profond, ou en tout cas on peut éventuellement aller plus loin et
Elle a rapproché ses chansons de la philosophie. Moi j'ai trouvé ça génial. Et elle explique aussi sa démarche, je crois, au début et à la fin d'ailleurs. Hein. Il me semble qu'il y a une postface. Oui, il y a un petit final. Et voilà. Donc merci beaucoup Marianne Chaillan pour ce livre, c'était incroyable, c'était génial. Maintenant j'ai fini tous vos livres, il m'en faut plus. Voilà, ou sinon je peux les relire. Mais celui-là était vraiment, vraiment trop cool. Et je me suis fait une petite playlist variété française grâce à ce livre. Voilà, j'ai redécouvert des chansons aussi. Et ça m'a émue. Voilà. Et ça m'a aussi donné envie de lire tout un tas de philosophes que je n'avais pas encore lu. Donc je vous recommande fortement ce livre, il est génial. Ok, on va y arriver. Il me reste 4 livres, dont 3 qui sont pendant mes cours de traduction, enfin pour un atelier de traduction. On a dû lire de la littérature jeunesse. Et donc j'ai lu Yacht of a Turtle de Dr. Seuss, qui ne compte pas dans mes lectures parce que je n'ai lu que la première histoire et donc pas tout le livre. Donc j'ai traduit ce texte et j'ai adoré le traduire, c'était génial. Donc c'est l'histoire d'une tortue tyrannique qui veut pas conquérir, mais en fait elle considère que tout ce qu'elle voit, eh bien c'est son royaume, et donc elle veut monter de plus en plus haut pour avoir un royaume de plus en plus étendu. Donc voilà, c'était assez drôle à traduire et c'est très sympa à lire puisque Dr. Seuss aime beaucoup, enfin écrit, il me semble toujours de la même façon, en faisant rimer ses vers, donc voilà, c'est avec des sonorités, enfin voilà, trop bien. Et j'ai aussi lu, alors celui-là j'ai lu en entier du coup, Room on the Broom de Julia Donaldson, illustré par Axel Scheffler. Je suis désolée, c'est très loin de moi et je ne peux pas le rapprocher pour l'instant, donc voilà, que j'ai aussi traduit. Et c'était très sympa. En fait ce sont des livres pour enfants, donc moi je n'ai aucune je ne suis pas du tout experte en fait dans la littérature enfantine, donc je ne peux absolument pas vous faire de chroniques étendues et vous dire en quoi ces livres sont géniaux pour les enfants, parce que je n'ai pas d'enfants et je n'ai pas lu ces textes pour des enfants. Mais en tant qu'adulte, c'est sympa à lire. C'est sympa parce qu'on a du rythme, on a les graphismes, enfin voilà, c'est... Mais je n'ai aucune expertise, absolument. Donc, c'était sympa. Voilà. C'est pas mon préféré de ceux que j'ai lus parce que j'en ai eu d'autres, mais c'était bien. Et c'était sympa aussi à traduire. Et ensuite j'ai lu, donc, petite pause dans les livres pour enfants, Des montagnes de questions de Stéphanie Lux, qui est donc un essai, mémoire, un texte sur la traduction. Et donc elle va nous parler de son expérience personnelle. Alors j'ai bien aimé parce que du coup elle nous présente sa pratique en fait et comment elle en est arrivée à la traduction. Et elle a aussi des sentiments qui sans doute sont partagés par la plupart des traducteurs. J'ai un peu moins aimé le fait que ce soit... Enfin moi je m'attendais vraiment plus à un essai. Et j'ai peut-être un peu moins aimé le fait que ce soit très très personnel en fait. Qu'elle parle beaucoup d'elle en fin de compte. Mais ça c'est moi qui ai mal lu le résumé. Mais c'était quand même intéressant. Et j'ai beaucoup aimé tout ce qu'elle dit sur la traduction et oui, comme je vous l'ai dit, les sentiments du traducteur. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont envie de... qui se posent des questions aussi sur cette pratique. Qui, en fin de compte, quand on n'est pas dedans, reste assez obscure. Voilà. Et je m'en suis rendu compte parce que moi-même, en arrivant dans le master, j'avais tout un tas de conceptions, on va dire, de la traduction, qui se sont retrouvées complètement mises sans dessus dessous en arrivant, du coup. Parce que je me suis dit, ah, ça, d'accord, ok, bon, bah... Ok, c'était établi dans ma tête, mais pourquoi pas. Donc ça peut vous intéresser éventuellement. Et enfin, les deux derniers livres, donc, ce sont des livres pour enfants. On a Bear and Bird, The Picnic and Other Stories de Jarvis, que j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai beaucoup aimé les couleurs qui sont très douces et les histoires qui sont assez simples, mais qui montrent en fait tout l'amour des deux personnages l'un pour l'autre. Donc ça, c'était très mignon, j'ai beaucoup aimé. Bon, bah, j'ai lu super vite, du coup, enfin, ce sont des textes très courts qui sont censés être lus par les parents et leurs enfants. Donc voilà. Donc c'était très sympa, toujours avec des sonorités très particulières et toujours dur à traduire. Et mon préféré de tous les textes que j'ai lus avec Yacht of the Turtle, c'est Moggy McFlee, The Witch's Cat d'Anna Kemp, avec Adam Beer. Je crois que c'est lui qui est l'illustrateur, oui. Ça c'était génial. J'ai beaucoup aimé parce que c'est l'histoire d'un chat et que ce chat est affreux et qu'elle est adoptée par une sorcière. Et voilà, j'ai trop aimé. C'est tout à fait mon style de livre, donc voilà. J'ai aussi beaucoup aimé les couleurs qui sont beaucoup plus flashy que pour Bear and Bird par exemple. Mais oui, j'ai adoré cette histoire, c'était très touchant, enfin c'était très mignon, voilà. Donc voilà, et c'est tout pour
aujourd'hui, incroyable, j'ai été rapide, je ne... Que se passe-t-il? C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pendant le mois de novembre. Merci à ceux qui aiment, commenter, qui s'abonnent. Et je vais tenter de vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Mais encore une fois, je ne vous promets rien parce que c'est compliqué. Mais voilà, si je vous retrouve prochainement pour une vidéo, ce sera sans doute l'appel d'hiver. Ou bon, bah, vous aurez évidemment aussi le bilan de décembre, les objectifs 2025, parce que je ne les ai pas encore fait, mais ça va venir. Et la palle 2025, ce serait pas mal si je vous en faisais une. Et je me dis qu'en fait, tous les ans, à chaque fois où je vous fais une palle comme ça, je ne la respecte jamais. Donc, est-ce que vraiment c'est intéressant de faire ça? Ouais, peut-être quand même vous dire les livres que j'aimerais vraiment lire, vous dire les séries que j'aimerais avancer ou au moins enfin, oui, au moins avancer, si pas finir. Donc voilà, ça peut être sympa. Et bien sûr, je vous ferai le bilan de l'année. Bilan qui sera sans doute un peu contrasté parce que j'ai... Enfin, je vais pas vous en parler maintenant pendant 1000 ans parce que ça ne sert à rien puisque ce n'est pas la vidéo bilan. Mais j'ai eu beaucoup de mal en début d'année avec la lecture. Et ça va beaucoup mieux purement. Mais bon, voilà. J'espère que toutes ces vidéos vous plairont. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc à bientôt pour une prochaine vidéo.